m'appelle Alexandre Valençon, je suis passionné d'histoire et on fait tous les 2 mois une présentation sur un événement historique. Aujourd'hui, c'est le Moyen-Âge. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Guillaume le Maréchal, mais c'est une figure très connue en Angleterre, extrêmement connue, un peu moins en France, il est vrai, mais c'est une référence en matière de chevalerie, vous allez voir. Alors, je vais commencer par vous lire un petit texte sur le tournoi de Lagny, entre 1176 et 1183, auquel a participé Guillaume le Maréchal. Grande noise et grand bruit, tous tendaient à bien faire rire. Là vous eussiez pu entendre si grand éclat de lance, de quoi les fragments tombant à terre jusqu'à se joindre empêchaient les chevaux de poindre. La presse fut grande dans la plaine, chaque conroi crie son enseigne. Là vit-on prendre des chevaliers au frein, d'autres venir à rescousse. De toutes parts vit-on courir chevaux et suer d'angoisse. Chacun s'applique autant qu'il peut à bien faire, car en tel ouvrage, prouesse se montre et se découvre. Vous auriez vu la terre trembler, quand le jeune roi dit « Ça suffit, Poigny, je n'attendrai plus ». Le roi Poigny, mais le comte, son frère comte de Bretagne, se tint prudemment et ne vint point. Ceux qui étaient auprès du roi se mirent en mouvement avec tant d'outrance qu'ils ne firent plus attention au roi. Ils se poussaient si avant qu'ils mirent les autres en déroute. Ce ne fut pas retraite, mais déroute, quand ils les eurent acculés parmi les vignes, parmi les fossés. Ils allaient parmi les ceps de vignes qui étaient épais, et là tombaient souvent les chevaux. Étaient défolés vitement ceux qui tombaient ayant les dits. Le comte Geoffroy, avec sa bannière, poignait de si étranges manières quand le roi vint, que furent éloignés tous ceux qui auraient dû être avec lui. Aussi, le roi, en survenant, ne put en nul lieu atteindre leurs gens, car l'adversaire s'en allait et était rudement poursuivi, les uns tendant à bien faire, les autres s'appliquant au gain. Aussi le roi fut-il anxieux de se trouver ainsi tout seul. Il vit sur sa droite un bataillon de leurs gens. Il pouvait être 40 chevaliers au moins. Tenant une lance en ses mains, il leur courut dessus, et si durement les heurta que se brisa en chemin sa lance comme si elle fût de verre. Et ceux-là, qui étaient nombreux, par le frein bientôt l'arrêtèrent. Ils accouraient de toutes parts, alors qu'à lui, il était advenu de n'avoir de toute sa gens ensemble personne que le maréchal qui le suivait de près, car il avait coutume d'être près de lui dans le besoin. Tournoi de Lagny entre 1176 et 1183. Je vous parle aujourd'hui de Guillaume le Maréchal, né vers 1145, mort en 1219. Un chevalier anglais. Vous pouvez voir ici son gisant à l'église du Temple à Londres. Si nous pouvons parler encore de lui aujourd'hui, s'il est encore connu en Angleterre, comme je l'ai dit, un peu moins en France, il est vrai, c'est que sa biographie nous est parvenue. Sa mémoire aurait dû s'éteindre, mais un manuscrit unique, une copie, nous a survécu. Peut-être une commande de sœur ou de neveu, voire d'un curieux d'histoire. Sa biographie est un pavé de 19 000 vers, qui a demandé 7 ans de travail. Elle a été commandée par son héritier, Guillaume le Jeune. Il a le devoir d'enraciner l'image du fondateur de la lignée dans le souvenir. Et le mémorial se fera sous forme de chansons de gestes, représentatifs de cette culture. La description physique est brève. Le caractère s'exprime par des attitudes, des emblèmes symboliques. C'est un témoignage unique de la vie d'un chevalier, car l'oral se perd et l'écrit se conserve mal, surtout quand il n'est pas en latin. C'est la langue savante. Et la chanson a été écrite dans la langue de la bonne société d'Angleterre de l'époque, un dialecte de l'ouest de la France. Et ce poème, composé sur les bords de la Tamise, est la plus ancienne biographie en langue française qui nous est parvenue. Guillaume le Jeune y a mis le prix.
c'est une véritable entreprise d'édition. Il a engagé un homme qui de trouver entend vivre, un trouvère, qui a pour nom Jean. Vous voyez ici un trouvère sur une fresque italienne du XIVe siècle. C'est un bon écrivain qui rend le récit vivant, et surtout un historien consciencieux. Il contrôle l'information, indique ses sources, et indique les désaccords entre informateurs, au sujet, par exemple, de la bataille de Lincoln. L'auteur emprunte à des sources profanes, aujourd'hui perdues, mais il ne s'informe pas dans les bibliothèques savantes. Ce trouvère a fouillé sa mémoire. Il était établi dans la Ménie, le ménage du maréchal. C'est peut-être un ancien héros d'armes de tournoi, car les faits dont il prétend avoir été témoin remontent environ à 1180. Il évoque un informateur, Jean d'Orly, un ancien écuyer du maréchal. Ce poème repose en grande partie sur la mémoire, prodigieuse chez ces hommes analphabètes. Mais Jean d'Orly a dicté ses souvenirs à des lettrés avant même le début du projet. Le trouvère a utilisé cette forme écrite. Un seul défaut, la chanson exagère les mérites de notre héros. Elle a pour but également d'étouffer les rumeurs de félonie qui entourent le maréchal. Autre problème, au-delà de 1188, le récit est moins net à cause du manque de témoins. Et il devient même flou au-delà de 1180. Un récit concentré sur les chevaliers. Les paysans sont absents, on s'en doutait un peu, ainsi que les bourgeois. Chose plus étonnante, les gens de prière sont peu présents. On a affaire à un chevalier anglais culturellement français. Dans cet exercice de la chanson de geste, il est indispensable de parler de la parenté, la vaillance étant jugée héréditaire. Mais le lignage du maréchal est récent. C'est un homme nouveau. Son grand-père, Gilbert, avait rempli les fonctions de maréchal de la cour auprès du roi Henri Ier Beauclerc, d'où le nom de la famille. Sous les ordres du connétable, c'est le chef des armées féodales, il contrôlait les services d'armes dus par les vassaux et l'usage des deniers employés à la guerre. En 1130, son fils aîné Jean recueille le titre. À la mort d'Henri Ier Beauclerc, en 1135, c'est la guerre civile entre Étienne de Blois, son neveu, qui devient roi, et Mathilde, sa fille. Jean le maréchal choisit le bon parti, celui de Mathilde. Un jour, il perd un œil en la défendant. Mathilde saura s'en souvenir. Henri Plantagenet, Henri II, le fils de Mathilde, devient roi d'Angleterre en 1154 à la mort d'Étienne. Sous Mathilde, Jean le maréchal épousa la sœur du comte de Salisbury. C'est une récompense. Jean répudia sa femme et prit la nouvelle. Cette femme fut la mère de Guillaume, le second des 4 garçons qu'elle eut avec Jean. Il y avait déjà 2 fils du premier lit. Guillaume est donc le 4e dans l'ordre de la succession. Or, à l'époque, seul l'aîné hérite des droits, hérite de tout. On fait peu de cas des autres. Quand Jean le maréchal s'opposait à Étienne de Blois, le petit Guillaume, alors âgé de 5 ou 6 ans, fut envoyé comme otage à la cour du roi Étienne lors d'une trêve. Mais son père, Jean le maréchal, ne tint pas parole. Certains, dans l'entourage d'Étienne, conseillent de pendre l'enfant ou de le placer dans une catapulte pour le projeter comme un boulet au-dessus de l'enceinte. Averti, le père ne panique pas
il dit qu'il possédait encore l'enclume et le marteau pour en forger un plus beau. Alors, est-ce une bravade ou un désintérêt pour les rejetons? Les menaces, il est vrai, allaient rarement à terme. Cela sert la légende du maréchal. Étienne de Blois a serré l'enfant dans ses bras. Les fils de chevaliers quittent la maison familiale très tôt, à l'âge de 10 ans. Ils quittent l'univers féminin, la mère, les sœurs. C'est le transfert vers le monde guerrier. Guillaume passe la mer accompagné d'un serviteur. Il est placé auprès du chambellan du roi d'Angleterre, un cousin qui a 94 chevaliers sous sa bannière. Sous ce père de substitution, il devient écuyer. Il y reste 8 ans avant de recevoir l'épée en 1167. C'est l'adoubement. C'est un moment important dans la vie d'un chevalier. On voit ici l'adoubement de Lancelot, comment Lancelot fut fait chevalier. Pourtant, la chanson en parle peu. C'est parce que Guillaume n'est pas l'aîné, il a été adoubé en tant que cadet dans une fournée générale. Le jour même, il prouve sa valeur en affrontant des cavaliers flamands. Ces sergents à cheval combattent avec des armes ignobles, des crocs de fer. Guillaume tint bon, mais il fut blessé sérieusement, et son cheval blessé à mort. L'apprentissage de Guillaume est alors terminé. Le seigneur régale les 80 chevaliers. Mais comme je l'ai dit, le maréchal est cadet. Il part juste avec son épée, son haubert, c'est une longue cotte de maille, et une blessure. Il n'a même plus de destrier, de cheval de bataille. Le chambellan forme une équipe de tournoi, et il engage Guillaume, son ancien écuyer, mais en surplus, sans plus. Le chambellan lui prête un beau cheval, mais mal dressé. Guillaume réussit à le maîtriser et fait 5 prisonniers ce jour-là. Avec l'argent, il complète son équipement. Dans un premier temps, il conserve l'écu du chambellan. C'est une référence. Mais rapidement, il rejoint la famille de Salisbury du côté de sa mère. Mais il ne s'attarde pas en Angleterre, car Salisbury doit escorter la reine Aliénor, la femme d'Henri II, en Poitou en 1168. En 1168, Henri II, une fois de plus, doit mater des souverains, des vassaux révoltés. On voit ici Aliénor représentée dans une chapelle de Chinon, chassant aux oiseaux. Mais en chemin, le sire de Lusignan attaque l'escadron de protection. Salisbury fait front, mais il est tué par derrière, à la Poitevine, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en traître. Les Poitevins avaient la réputation d'être des traîtres. Guillaume se porte à son secours. Il se lance sans aume, c'est-à-dire sans casque, et tue 6 chevaux de ses ennemis, mais de nouveau, un adversaire lui perce la cuisse par derrière. Il est emporté, grièvement blessé. Il a rempli son devoir. Aliénor le tira de captivité et le prit parmi les siens. En 1170, le roi Henri II constitue la maison d'Henri le Jeune. Vous voyez ici les gisants d'Henri II et d'Aliénor à l'abbaye de Fontevraud. Il constitue donc la maison d'Henri le Jeune, son fils aîné de 15 ans, majeur, sacré et couronné. Guillaume fut désigné comme homme de confiance du prince. Mais Henri II se méfie de son fils et il ne lui accorde aucun grand fief. Rapidement, le jeune roi ne supporte plus la tutelle de son vieux père, car Guillaume le Jeune vit au crochet du vieil Henri. Henri le Jeune vit au crochet du vieil Henri. En 1173, la révolte éclate. Soutenu par le roi de France,
Henri le Jeune entraîne son frère Richard et les vassaux d'Aquitaine derrière lui. Guillaume soutient le jeune roi. C'est la fidélité domestique. Il adoube Henri le Jeune qui a 19 ans, en présence du connétable de France. En 1174, la paix revient. Le roi pardonne à son fils et n'en tint pas rigueur à Guillaume à cause de la fidélité domestique. Henri le Jeune est le seul marié de sa ménie. Les autres sont célibataires, bacheliers comme on disait à l'époque. Ils remplissent mieux les devoirs de la chevalerie. En premier lieu, la prouesse. La vie du maréchal est remplie de faits d'armes. En 1197, le comte de Flandre propose aux chevaliers de s'abriter derrière des chariots. Refus du maréchal qui veut affronter l'adversaire sans goupiller. Il ne faut pas se comporter en goupil, en renard. Lors de la guerre du Maine, Guillaume fonce sur un pont défendu par 10 ennemis armés d'épieux, plus un cavalier. Le maréchal se heurte à l'obstacle et son cheval fait demi-tour de lui-même. Il échappa de peu au ravin. Autre point important, gentillesse, c'est la noblesse, est nourrie en l'hôtel de largesse. Les chevaliers ne gardent rien, mais ils sont rattrapés par la réalité. Car la chevalerie est née en un temps où l'économie était faible. Mais dans ce dernier quart du XIIe siècle, marqué par la croissance, la monnaie bouleverse tout. Les chefs d'État, on voit ici un denier d'Henri II frappé au monogramme de Foulques d'Angers. Malheureusement, à cette époque, les types monétaires évoluent peu. Les chefs d'État oignent les paumes, graissent la patte. Ils mènent le jeu par les armes, mais également par l'argent. Or, la monnaie est affaire de bourgeois qui accumulent. Malheureusement, les chevaux, les armes coûtent cher. La maison du jeune roi est assaillie par les créanciers dès le matin. Le maréchal sera un jour prisonnier d'un routier, d'un mercenaire, pour les dettes de son seigneur. Une solution pour se procurer de l'argent noblement, les tournois. Un véritable sport organisé sur les marches des principautés du nord de la France. Vous voyez ici le tournoi de Rennes dans la chanson de Bertrand du Guesclin. Cette miniature date de la fin du XIVe siècle. À cette époque, il n'y avait plus de tournoi au sens du XIIe siècle. En fait, c'est une scène de guerre. Et sans le vouloir, le miniaturiste a représenté une scène assez proche des tournois du XIIe siècle. Les joueurs des tournois viennent du nord de la France, de l'Angleterre, du Poitou. Ce n'est pas un sport universel. Il ne rassemble pas toute la chrétienté. Il est condamné par l'Église, comme piège du malin. S'il est condamné par l'Église, c'est surtout parce qu'il détourne les chevaliers de la croisade. Quelques seigneurs, les rois sont absents, organisent les rencontres, agissent en mécène. Les tournois ont lieu toute l'année, hormis la trêve hivernale réduite à l'avant, la période précédant Noël, plus quelques fêtes religieuses. Ce sont de gigantesques rassemblements. À Lagny, 3000 chevaliers sont présents, c'est-à-dire 10 000 combattants. Ils sont annoncés 15 jours à l'avance par des héros d'armes. Moyennant participation, ceux-ci peuvent insister sur la réputation de certains participants. On se rend sur le terrain en bande. Les mécènes rassemblent sous leur patronage des équipes nationales, les Francs, les Angevins. Toutefois, Guillaume le maréchal, capitaine et sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, engage des chevaliers flamands ou champenois. Le patron
rémunèrent les bannerets, les chevaliers qui déploient bannières. Henri le Jeune doit ses succès à la prodigalité effarante dont il fait preuve, car les champions, comme tout sportif, font monter les enchères. Deux armées s'affrontent, se regroupant par affinité. Les Anglais et les Normands face aux Français. Le terrain, le champ, selon le jugement de Dieu, est une étendue de campagne sans limite, mais avec obstacles. Derrière les lices, les barrières, les hommes se reposent. Ce sont des lieux de refuge. On se bat dans les bosquets, les vignobles, voire les villages. Lorsque les concurrents sont prêts, le jeu s'engage. C'est une véritable bataille au XIIe siècle. Un véritable affrontement entre deux ensembles cavaliers. Il faut férir, frapper, et poindre, charger. Charger la lance dressée en lignes successives. Le but est de défoler, bousculer ceux d'en face. Au départ, on porte attention à conserver la formation en rang serré. Cela demande une certaine discipline. Le désarroi finit par naître dans l'un des camps. L'ennemi aux abois s'accroche alors à chaque accident de terrain, et la journée s'achève en de multiples sièges. C'est alors la déconfiture. Le moment est celui des prises, les armes, les destriers. Mais on recherche aussi des ennemis, et ces rancunes et la volonté de choisir les prises, on vise en premier lieu les hauts barons, entraînent des désordres. Le tournoi de Lagny, que je vous ai lu, est bien décrit, même si les mérites du maréchal sont surévalués. La figure appréciée est celle de jeter à terre le cavalier d'en face. Comme dans tout sport, on recherche le beau geste, mais c'est une figure rare. Seuls les plus valeureux s'affrontent de la sorte. C'est entre les pieds des chevaux qu'il faut chercher les preux, comme on disait à l'époque. En fait, le meilleur moyen pour capturer un adversaire, c'est de l'étourdir en frappant son aume à coups de masse. Ce qui est un petit peu moins beau, vous en conviendrez. Après, ça a son charme. On s'amusait bien à l'époque. Les forgerons devaient intervenir en fin de journée pour libérer les cavaliers prisonniers. Ce n'est que quand il arrive à bon port que le cavalier capturé se reconnaît prisonnier. Il donne sa fiance, sa parole. La bataille prend fin à la tombée de la nuit ou lors de la déconfiture. Un palmarès est établi. Les chefs de bande partagent le gain et les entre guillemets fiancés payent la rançon. La nuit se passe en fête et tous s'endorment plus pauvres qu'ils n'étaient arrivés. Même le maréchal qui a capturé 500 chevaliers entre 1176 et 1183. Durant 2 ans, il s'est même associé à un flamand dans une entreprise, dans une société. Mais sa carrière sportive prend fin brutalement à cause d'une histoire de femme. Leur présence est furtive. On envoie improviser une danse à l'ouverture du tournoi de Joigny, en compagnie d'hommes. On racontait souvent une anecdote au maréchal vieillissant. Un jour, il s'endort en compagnie de son écuyer. Ils sont réveillés par un couple monté sur 2 palefrois. Ce sont des chevaux de parade. Ils sont bien habillés de draps flamands. Le maréchal les aborde. Ce sont des gens de qualité. Dans sa hâte, il oublie son épée. Mais le ton monte. L'inconnu détale, mais Guillaume le rattrape. Son chaperon saute. C'est un moine avec son ami. Notez, pas son épouse. La demoiselle est la sœur d'un seigneur de Flandre. Cette fille de bonne famille, pense Guillaume, court les chemins comme une putain, selon le langage fleuri de l'époque.
Le maréchal veut la ramener à son frère, qu'il connaît bien, mais il essuie un refus. Sont-ils pourvus? Le moine exhibe 48 livres, une véritable fortune. Ils les placeront dans une ville marchande et vivront de la rente. De l'usure, s'exclame Guillaume indigné. Il ordonne à son écuyer de saisir les deniers. Le maréchal lancera le sac de pièces sur la table d'une auberge, où l'attendent des amis. Un récit instructif. Les filles de bonne famille rejetaient parfois les mariages arrangés. Le chevalier Guillaume bondit quand il entend la plainte d'une femme qu'il prend pour un appel à l'aide. Mais il doit respecter la volonté des femmes en matière d'amour. Il laisse donc l'ami à son ami. Cependant, il est furieux. C'est un moine, pas parce que le moine couche avec n'importe qui, mais parce que les filles de bonne famille doivent épouser les chevaliers. Il va les châtier par l'argent. Ils en ont beaucoup. Ils prétendent s'en servir comme des bourgeois. Guillaume ne vole pas. Il détourne l'argent d'un mauvais usage. Mais il ne touche pas les deniers. C'est son écuyer qui s'en charge. L'argent servira au plaisir chevaleresque, la fête, la boisson. Il aurait honte de l'épargner. C'est le seul moment où il peut toucher les pièces pour les gaspiller. Mais c'est une autre histoire de femme qu'il a perdue. En 1182, il a 37 ans. Il n'a pas d'épouse, mais il est célèbre et envié par ses camarades. Il fait toujours partie de la maison d'Henri le Jeune. Chose importante, l'amour de la dame élue des romans courtois. Vous voyez ici une scène courtoise du XIVe siècle, dans le Codex Manessé. Cet amour de la dame élue masque peut-être l'essentiel, l'amour d'hommes entre eux, même s'il ne faut pas y voir de l'homosexualité. Le Seigneur l'aime trop, selon les autres camarades. Ceux-ci répandent une rumeur. Le maréchal couche avec la reine Marguerite, la sœur de Philippe Auguste, mariée à Henri le Jeune. Elle a alors 25 ans. Les jeunes chevaliers font le siège de l'épouse du seigneur. C'est le jeu courtois. Mais c'est un jeu dangereux. On peut dépasser les bornes. De plus, les châtelaines s'ennuient dans ces maisons remplies d'hommes. La promiscuité est grande. Guillaume, informé, attend. Un valet rapporte la chose au roi. Les comploteurs sortent alors de l'ombre. Henri renvoya Marguerite peu après, mais peut-être pour d'autres raisons. Le maréchal doit quitter la cour, mais c'est le pilier de l'équipe de tournoi. Il se porte à la rescousse de son seigneur. Toutefois, la rancune persistera. Guillaume se rend à la cour d'Henri II à Caen pour Noël. Il veut se disculper. Il offre l'ordalie, le jugement de Dieu, un duel judiciaire. Mais personne ne veut l'affronter. Toutes ces affaires se traitaient en public. Alors, que faut-il en penser? Guillaume est-il calomnié ou est-il innocent? Il laissait planer le doute par fierté. Pouvait-il se contenter des filles de joie? Il repart seul. Il s'attache un écuyer et paye 30 livres un destrier. C'est le revenu annuel d'une petite seigneurie. Il refuse tout engagement malgré les ponts d'or du comte de Flandre. Il prétexte un pèlerinage à Cologne aux reliques des rois mages. À son retour de Cologne, Henri II permet à Guillaume de rejoindre Henri le Jeune, révolté contre son père. Mais brusquement, en 1183, le jeune roi décède d'une brusque maladie. Henri II, dans son chagrin, pardonne tout.
et acquitte les dettes de son fils. Henri le Jeune avait fait le vœu de se croiser. Il avait légué sa croix à Guillaume. On voit ici le roi Philippe Auguste devant Saint-Jean d'Acre. Pour Guillaume, en plus de partir en croisade, c'est l'occasion de prendre du champ. Il part pour la Terre Sainte. C'est l'assurance de sauver son âme. Il visite ses sœurs et leur lègue le peu qu'il avait. Chose étonnante, le biographe parle peu de l'aventure. C'est le respect de la règle du temple qui interdit toute publicité. Il reste pourtant 2 ans en Terre Sainte. Il sert le roi de Jérusalem. Il revient en 1187. À peine de retour, il se précipite vers Henri II qui sent sa fin proche. Le vieux roi ne se fie qu'aux Anglais. Le maréchal vieillit aussi. Et il veut obtenir d'Henri une récompense. Le roi lui accorde la fille de son sénéchal, mort sans héritier il y a 3 ans, sans héritier mâle. Mais cette demoiselle n'est pas encore nubile. Guillaume eut la sagesse de ne pas déflorer la jouvencelle. Il a bien fait. En mai 1189, il demanda mieux auprès d'Henri II et il l'obtint. Avec Isabelle de Striguil, Guillaume touche le pactole. Ce n'est plus un fief, mais 65. On mesure l'ascendant pris sur le vieux roi. Malheureusement, Henri II mourut le 6 juillet 1189. C'est un coup dur. Le nouveau roi est Richard Cœur de Lion, le célèbre Richard Cœur de Lion. On voit ici son gisant à Fontevraud. Or, 1 mois plus tôt, en protégeant la retraite d'Henri II, le maréchal avait tué le cheval de Richard qui était tombé. Richard était tombé. Lors des funérailles d'Henri à Fontevraud, Richard s'arrête devant le corps et pardonne tout au maréchal. Et surtout, chose inespérée, il lui confirme le mariage avec l'héritière de Striguil, avec le Tellement, le fief. Il court l'épouser toute bride abattue. Le pont du bateau s'effondra même sous leur poids. Guillaume, blessé à la jambe, salue en passant la vieille Aliénor. Il veut que les noces aient lieu sur les terres d'Isabelle. On voit ici le mariage de Geoffroy Ier de Bretagne. C'est un roi du Xe siècle. La miniature date de 1460. Isabelle de Striguil a 17 ans. On pensait que Guillaume, qui a alors 45 ans, ne vivrait pas longtemps. Ils vivront ensemble 30 ans et ils auront 10 enfants. Les origines des Striguil sont multiples, mais elle possède surtout par sa mère le quart de l'Irlande, car elle est petite fille de roi. Richard de Clare, son père, reçut en fief l'intérieur de l'île. Mais Richard Cœur de Lion conserva une partie de l'héritage. Guillaume attendra 10 ans pour recevoir l'épée comtale de Pembroke. Et il n'aura jamais totalement les droits de haute justice en Irlande. Sa femme le suit partout. Quand il la quitte, il la laisse sous bonne garde, car c'est la dame naturelle. Il faut le souligner, même si la richesse progresse, elle a quand même moins d'importance que le pouvoir. Jusque-là, Guillaume avait une réputation et son conroi, son groupe de familiers. Maintenant, il a le pouvoir des hommes mariés. Eux seuls ont de l'autorité. Les bacheliers sont sous tutelle, du père, du frère. À la mort de son frère aîné, mort sans héritier mâle, il devient héritier personnel du lignage. En 1194, il a un chambellan, un chapelain et 3 clercs pour les écritures. 2 navires embarquent les chevaliers de sa suite. Il voit les guerriers lui prêter hommage.
il voit les guerriers s'agenouiller devant lui, les mains jointes. On voit ici un hommage en Cerdagne au XIIIe siècle. Les guerriers s'agenouillent. Il prend les mains dans les siennes, les relève, reçoit un baiser sur la bouche, et surtout, il entend les chevaliers jurer leur foi. Il doit se garantir des appuis chez les barons anglais, dont beaucoup sont des parvenus. Cela ne pose pas de problème. Il cherche une épouse pour l'aîné qui lui succédera. En 1203, il marie son fils Guillaume le Jeune, qui a alors 12 ans, à la fille et unique héritière d'un de ses amis. La fille a 7 ans. Les noces auront lieu 11 ans plus tard. Une seule de ces 5 filles lui restera sur les bras lors de son trépas. Les 3 premières furent mariées à des comtes. On voit la réussite du maréchal. Guillaume faisait partie de la ménie des deux Henri. Mais avec Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, les relations sont publiques. À son retour de croisade, Richard déshérita Jean Santerre, son frère, qui s'était rallié au roi de France Philippe Auguste. Guillaume avait soutenu Jean en tant que vassal de ses terres d'Irlande. Il continua de le soutenir. Il servit également Richard dans ses guerres contre les Français. En 1199, Richard meurt. C'est Jean Santerre qui devient roi. Mais problème, le maréchal doit prêter hommage au roi de France pour ses terres normandes. Il prête également hommage à Jean Santerre. On voit ici Jean Santerre à la chasse aux cerfs, une miniature du XIVe siècle. Et quand Jean demande de l'aide au maréchal dans sa lutte contre Philippe Auguste, Guillaume refuse. Le maréchal doit remettre son fils aîné en otage à Jean. Il faut dire que le roi Jean demande des otages de tout le monde. Cette politique s'arrête en 1213 quand Philippe Auguste s'apprête à envahir l'Angleterre. Il a l'accord du pape pour ça, car Jean Santerre a été excommunié. Jean a besoin de tout le monde. Il libère tous les otages. Le second des fils du maréchal participe à Bouvines. En 1215, les barons anglais se révoltent après les revers. Et en 1216, le prince Louis, le fils aîné de Philippe Auguste, débarque en Angleterre. Guillaume le Jeune prête l'hommage à l'envahisseur pour ses terres normandes. Le maréchal, quant à lui, ne trahit aucun de ses serments, quitte à ne rien faire. En octobre 1216, Jean Santerre meurt abandonné de tous. Il remet son fils Henri III, qui a alors 9 ans, en la garde du maréchal qui adoube l'héritier. Guillaume accepte la régence à l'âge de 70 ans. Le légat du pape affirme que Dieu lui remettra ses péchés s'il s'inflige une telle pénitence. Pour faire la guerre, il vend les bijoux du trésor royal. Son fils rejoint son camp après avoir lâché le prince Louis. Pourtant, il avait prêté hommage au roi de France. Mais la parenté prend toujours le pas sur la fidélité vassalique. Dieu approuve le maréchal en lui accordant la victoire à Lincoln à l'été 1217. Il combat au premier rang à l'âge respectable de 72 ans. Le maréchal escorte le prince Louis jusqu'à la côte. Un geste trop beau pour certains. 20 ans plus tard, Henri III dira au troisième fils du maréchal que son père aurait dû emprisonner le prince Louis. En 1219, Guillaume sent sa fin approcher au début du carême. C'est un beau moment pour mourir. Il convoque ses hommes pour le spectacle de la mort. On voit ici la mort de Tristan, dans
en Tristan et Iseux. Il va mourir de vieillesse, une rareté chez un chevalier. Un homme doit se défaire de tout lors de son trépas. En premier lieu, des honneurs. Après conseil, il confie la régence au légat du pape. Henri III, qui a alors 12 ans, le rejoint le 8 ou le 9 avril. Guillaume lui commande de bien vivre, de prier Dieu. Guillaume le jeune arrive. Après les honneurs, les biens. On doit se présenter nu devant le Créateur pour cette vie nouvelle. Un partage selon la coutume, plus contraignante que l'écrit. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'aîné qui hérite de tout. Il va remplacer son père auprès de sa mère, la protéger, gérer ses biens. Ses autres fils ont quelques seigneuries ou des rentes. Les filles mariées ont déjà été dotées. Seule la dernière lui reste sur les bras. Il lui institue une rente pour ne pas qu'elle tombe dans la honte. L'écrit est superflu, mais il est établi avec un sceau. On passe alors au corps. Il y a tout un cheminement. On cherche 2 draps de soie rapportés d'outre-mer. On se relaie à son chevet, car on doit mourir entouré. Le maréchal meurt chrétiennement. Il a confiance en Dieu, mais use modérément des prêtres. Lors de la croisade, il avait décidé d'intégrer l'ordre du Temple, les fameux Templiers. Mais il n'avait pas voulu quitter le siècle. Il incorpore la compagnie lors du trépas, c'est autorisé. Le maître du Temple, à Londres, averti, arrive. Ce rite paraît quelque peu désuet en 1219, car l'étoile des Templiers a déjà pâli. Prendrait-il le même engagement aujourd'hui? Maintenant qu'il est dans l'église, sa femme et ses filles s'éloignent. Il est revêtu du manteau blanc à Croix-Rouge. Le trépas dure 2 mois, mais le public ne se lasse pas. Il doit réparer les torts qu'il a causés. Il a capturé 500 chevaliers au cours de sa vie. Mais il dit aux gens d'église qui veulent profiter de l'aubaine qu'il ne peut tout rendre. Dieu l'accueillera ou non. Il distribuera ses étoffes et ses bijoux, non aux gens d'église qui n'attendaient que ça, mais à sa ménie. Le 14 mai 1219, il meurt. Le légat apporte l'indulgence plénière. Le corps regagne l'église du Temple à Londres. Il est accueilli par l'archevêque de Canterbury en personne. 100 pauvres sont nourris. Des funérailles magnifiques, plus belles que celles d'Henri II 30 ans plus tôt. À Chinon, en 1189, il n'y avait même plus de pain noir à l'hôtel du roi. Les pauvres en colère, qui attendaient sa mort depuis longtemps, criaient au scandale, menaçaient de tout casser. Car un roi doit être généreux. La nouvelle de la mort parvint à Philippe Auguste, qui avait dans sa compagnie le second des fils du maréchal. Hommage du roi de France, en notre temps, il n'y eut en nul lieu meilleur chevalier. La lignée du maréchal s'éteignit vite, malgré ses 5 garçons. Le dernier de ces garçons mourut en 1245. Aucun n'eut de fils. Guillaume resta chevalier. Né cadet sans avoir, il devint riche et baron, mais en gardien des biens de sa femme et de ses fils. Il est devenu régent du petit roi sans jamais avoir imaginé accéder à ce degré de pouvoir. Il n'a jamais été formé pour l'exercer. Ce fut à l'excellence de la chevalerie et à son corps infatigable qu'il dut de s'élever. Peu de pensée et surtout une longévité exceptionnelle. Une vie de prouesse, de largesse, de loyauté.
Mais le XIIe siècle, des exploits, de ses tournois, de ses 30 ans, meurt avec lui. Car c'est un temps révolu, anachronique. En 1219, l'argent a triomphé de l'honneur et l'État l'a emporté sur la loyauté. Guillaume est un survivant. L'âge d'or de la chevalerie est révolu. Vous voyez ici la généalogie des rois d'Angleterre. Et après, une carte du royaume de France au XIIe siècle.